Aujourd'hui, mardi le 4 août 2020, c'est une grande journée. C'est une grande journée dans le monde médical. C'est un peu le Noël. Le Noël pour les personnes qui sont impliquées de près ou de loin au niveau de la gestion de l'obésité, au niveau de l'accompagnement qui souffre d'obésité, parce que c'est pas tout le monde qui en souffre. Pourquoi je dis ça? C'est que c'est aujourd'hui que les nouvelles lignes directrices de pratique clinique canadiennes sont maintenant disponibles. En fait, depuis minuit, là, dans la nuit de lundi à mardi, ça a été la mise en ligne des nouvelles recommandations. Donc, ce sont au fond des recommandations, une liste de recommandations 70? Attendez un petit seconde. Hey, ils sont sortis cette nuit, là. Moi, je suis encore toute excitée. 80, pardon. Donc, 80 recommandations qui ont été établies par, on va le dire, là, des sommités, que ce soit justement des médecins, des endocrinologues, donc une spécialité au niveau là, de la gestion hormonale, que ce soit des chirurgiens bariatriques, des nutritionnistes. Écoutez, le panel de consultation est nombreux. Donc, oui, je suis vraiment excitée, je l'avoue, là. Hey, bonjour, Sophie, allô? Donc, oui, vraiment excitée parce que, en fait, on met carte sur table sur ce qu'on sait au niveau de l'obésité. Donc, le panel qui recommande, entre autres, que l'obésité soit reconnue comme une maladie chronique. Puis là, je sais que ça peut diverger le point de vue sur cette composante-là, sur la définition même de l'obésité. Mais ça va justement de dire que ça va au-delà de l'indice de masse corporelle, le fameux IMC, qu'il faut aller plus loin. Bonjour Marie-Claude, on dit qu'il faut aller au-delà de l'indice de masse corporelle pour définir l'obésité et que c'est beaucoup plus complexe que de manger mieux, bouger plus. C'est tellement plus large. Bonjour Nadine, merci de te joindre à moi. Donc, je suis en train de parler justement de ces nouvelles lignes directrices-là qui vont pouvoir servir aux professionnels de la santé, donc à mettre en application les recommandations. Puis ça, c'est un point sur lequel certaines de mes clientes et clients m'entendent souvent dire là, qu'une recommandation populationnelle ne devrait jamais s'appliquer de façon aveugle, de façon individuelle. Mais à quelque part, oui, le fameux IMC, je comprends donc qu'il t'énerve, ma belle Élodie, je suis d'accord. Mais l'indice de masse corporelle, c'est un indice. Prendre ça uniquement pour définir qu'est-ce que le fameux pour la santé, permettez-moi, roulement d'yeux par en arrière, c'est complètement obsolète, c'est dépassé. Mais ça peut être un indice parmi d'autres facteurs. Mais en utilisant justement des recommandations populationnelles, en les comprenant, en sachant d'où ils viennent, à ce moment-là, c'est possible d'aller personnaliser les recommandations. Puis justement, parmi les choses qui, moi, en tout cas, me passionnent, je trouve bien intéressant, c'est justement que derrière les recommandations, on est capable d'avoir le niveau de preuve et la force des recommandations. Sophie, je vais mettre le lien suite au direct, tu vas pouvoir, en fait tout le monde, là, vous allez pouvoir aller vous-même les consulter aussi, vous faire une taille, prendre le temps de les lire, si ça vous intéresse. Sinon, il y a du monde passionné comme moi qui, pour les 2 prochains jours, vont passer leur journée dans un toutou puis vont faire de la lecture en surlignant des petits aspects. Donc, je disais, on a le niveau de preuve, on a la force des recommandations, donc des grades A versus des grades D. Quand on parle d'études scientifiques, de données probantes, bien justement, c'est basé sur quoi? Donc, ça nous permet vraiment, là, en première ligne, première chose, on a le résumé, ce petit résumé d'une 40aine de pages, quelque chose de tout simple. Puis ensuite, c'est divisé par chapitre sur des sujets plus spécifiques. Je vous dirais, puis là, je sais, il faut que je fasse attention à l'environnement, mais là, ça sort à peu près aux 15-20 ans des nouvelles lignes directrices comme ça. Fait que permettez-moi de passer un petit peu de papier. C'est sûr que quand il est question de thérapie nutritionnelle, la madame, elle est contente. Donc, je vais pouvoir justement m'assurer que mes connaissances sont à jour. Je dis moi, mais tous les professionnels de la santé, puis de bien connaître justement quels sont le bagage derrière les recommandations. Et bon, sans grande surprise, 3 documents qui vont assurément attirer un peu plus mon regard. Donc, pour le moment, la majorité sont... J'ai trouvé les liens en anglais. Le comité, justement, lorsqu'il se réunissait
C'était plus des échanges anglophones. Je sais qu'il y a certaines traductions faites par Obésité Canada. D'ailleurs, si vous ne les suivez pas sur Facebook, ça peut être une belle façon aussi là, de vous tenir au courant là, des dernières informations, parfois de séminaires aussi qui peuvent être intéressants. Moi, c'est pour ça que je préfère les lire en anglais parce que l'équipe se rencontrait et discutait en anglais. Mais on a justement la sélection et la préparation à la chirurgie bariatrique, plus en lien avec les différentes options chirurgicales et outcomes, donc à quoi s'attendre si on veut. On parle du fameux poids nadir, hein. J'aime bien ça, parler du nadir et à quoi s'attendre, donc l'ajustement des attentes et comment gérer le post-opératoire, c'est-à-dire la nouvelle vie avec un bébé estomac. Donc j'ai commencé évidemment à lire en diagonale et là justement je suis excitée, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient pour la suite des choses. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui est proposé et une des raisons, en tout début de vidéo, là, je parlais de reconnaître l'obésité comme étant une maladie chronique. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était si important, même si ça ne fait pas nécessairement consensus encore, c'est que qui dit reconnaissance de maladie, dit aussi fonds financiers associés. Fonds financiers en termes de recherche, donc il existe déjà des chaires de recherche, mais aussi de dire meilleure préparation, meilleur suivi. Oui, des belles discussions à venir, en effet, ma belle Nathalie. Donc, ça nous permet de possiblement offrir un meilleur service et une meilleure prise en charge à ceux qui le désirent. Puis ça revient un petit peu à la discussion sur l'IMC de dire, ben, ce n'est pas un poids ou une grandeur ou une morphologie qui définit l'obésité, mais bien au-delà de ça, c'est de dire comment est-ce que la vie, la santé physique et la santé mentale est affectée par le surplus d'adipocytes, donc le surplus de masse adipeuse dans le quotidien. Donc, il existe aussi une échelle qui a été, en fait, une échelle canadienne, le Edmonton, et peut-être, évidemment, mon cerveau a décidé de ne pas avoir accès à cette information, mais il existe que je vous mettrai d'ailleurs sur la page Facebook, là, pour démontrer, outre que l'IMC seul, est-ce que justement le quotidien de l'individu est affecté par le surplus de poids? Donc, je pense qu'il n'y a rien qui remplace une bonne discussion, hein, d'avoir un échange réel sur comment la personne se sent, parce que indépendamment du poids sur la balance, c'est comment la personne se sent. Est-ce que justement il y a des pathologies associées qui sont en lien, qui peuvent créer des problèmes? Oh, je sais qu'en Outaouais, il y a beaucoup de travail à faire au niveau des suivis, au niveau psychologique, au niveau des troubles du comportement alimentaire. L'accès est difficile, mais c'est là justement que le fait de reconnaître le tout comme étant une maladie chronique, peut-être que ça nous ouvre des accès à des centres de chirurgie bariatrique, à des équipes non pas multidisciplinaires, mais interdisciplinaires, avec justement différents, élargis au niveau des professionnels de la santé, parce qu'en effet, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les centres hospitaliers qui ont accès à de l'aide psychologique. Ce n'est pas tous les centres hospitaliers qui offrent le même support au niveau de la nutrition. Pour avoir fait un recensement à l'automne dernier, c'est sûr que les choses ont peut-être changé un petit peu, mais je vous dirais qu'avec la COVID, les projets ont probablement été ralentis. Mais à l'automne dernier, on a fait un recensement de l'offre de services en nutrition qui était offert autant avant qu'après la chirurgie. Et je peux vous dire que le service offert dans le réseau de la santé publique est très différent d'un centre hospitalier à l'autre. Pour plusieurs, ça répond aux besoins, puis excellent, c'est une bonne nouvelle, mais pour d'autres, ce n'est pas suffisant. Alors, peut-être qu'avec ces nouvelles recommandations-là, ça va augmenter l'offre de services. Évidemment, nous, on continue d'être là pour vous, pour ceux qui le souhaitent. Quand je dis nous, bien évidemment, c'est l'équipe de nutritionnistes chez Nutri Sans Chichi. Là, il y a des messages qui rentrent. Écoutez, moi, le direct puis lire en même temps, je me perds dans mes idées. Je vais m'assurer d'aller lire les commentaires par la suite et d'y répondre si jamais c'est pas le cas. Mais évidemment, nous, on offre à la clinique présentement, là, concrètement, des suivis dès maintenant, que ce soit en personne à la clinique de Mirabel, à la clinique de Saint-Eustache et en visioconférence, donc partout au Québec. Donc, il y a certaines personnes que je suis de très loin déjà, mais on offre aussi pour rendre le tout un peu plus accessible
Stéphanie Thibault et moi. Donc Stéphanie qui est la fondatrice, présidente de Nutri Sans Chichi, et moi-même, on offre 2 formations en ligne, donc pré-enregistrées, ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez décider justement de vous procurer la formation en ligne et le visionnement est illimité. Donc la première formation, c'est plus une formation au niveau de la préparation, quoi faire avant et même dans les premiers mois, justement au niveau des comportements alimentaires, quoi faire pour optimiser au fond les résultats de sa chirurgie. Mais suite à plusieurs demandes, le projet sur lequel on a planché à distance durant le confinement, mais que par la suite on aurait été capable de réaliser tout dernièrement, c'est une 2e formation en ligne sur quoi faire lorsqu'on a un regain de poids suite à la chirurgie. Qu'est-ce qu'on peut faire avant même là, de penser à une 2e intervention ou de croire là, qu'on a fait quelque chose de pas correct. Au contraire, de dire, ben, petit temps mort, est-ce que j'utilise bien mon outil? Parce qu'une chirurgie bariatrique, c'est un outil. C'est pas une baguette magique. Il faut bien l'utiliser. Mal utiliser la chirurgie, ça donne pas toujours les résultats escomptés. Et encore là, résultat beaucoup plus large que juste le poids sur la balance. Résultat, c'est votre qualité de vie aussi. Perdre du poids, mais toujours à être en train de vomir ou se sentir pas bien, puis ah ouais, donc, ouch! Non. Ça, c'est pas avoir une réussite chirurgicale si on n'est pas bien comme ça. Donc, est-ce que je l'optimise? Est-ce que je mets les comportements en place pour éviter ces complications-là? Des fois, même si on fait tout correctement, il y en a des complications. Le risque 0, ça n'existe pas. Mais en même temps, bien, plus vous avez l'information, bien, plus en tant qu'individu, vous êtes placé et vous êtes en mesure de prendre une décision qui est libre, qui est éclairée, oui, supportée par votre équipe, mais pour que vous puissiez vous faire vous-même une tête, que vous puissiez prendre une décision pour vous, pour ne pas vous lancer dans un projet les yeux fermés, dans le sens que des fois, ce que je vois malheureusement, c'est du monde qui s'inscrivent sur la liste d'attente, puis la liste d'attente, hein, c'est long. Il faut être patient hein, dans le réseau. On est patient longtemps sur la liste d'attente. Mais des fois, j'en ai même qui oublient pratiquement qu'ils sont sur la liste d'attente. Puis là, ben, tout à coup, oups, le dossier est activé, mais puis là, tout s'enchaîne tellement vite dans les derniers mois qu'il y a comme une partie de la préparation qui n'a pas toujours été faite de façon optimale. Tout ça pour dire que la chirurgie bariatrique, c'est une option. C'est assurément pas une obligation, mais il faut savoir que ça existe. Puis ce que j'aime maintenant, c'est que ça fait partie justement des lignes directrices comme étant l'une des nombreuses options pour accompagner quelqu'un qui le souhaite. Et ça, pour moi, c'est tellement important. Quelqu'un qui le souhaite. Un surplus de poids, c'est pas une problématique pour tout le monde. Donc, le choix devient une décision personnelle. Pouvoir poser ces questions sans se faire juger, sans se faire stigmatiser, sans avoir une espèce de pression induite, là, comme quoi on devrait... Non, il y a on devrait, là, on va laisser ça aux autres. Vous, comme personne, qu'est-ce que vous désirez? Quelles sont vos questions? Puis je vous dirais que c'est une de nos missions, entre autres, chez Nutri Sans Chichi, oui, avec le volet chirurgie bariatrique, mais justement toute la saine gestion du poids, à savoir justement, est-ce que c'est une préoccupation qui est saine avec le poids ou est-ce que c'est une préoccupation qui est excessive liée au poids? Donc, c'est plein de questions qu'on a le plaisir d'aborder